Bonjour à toutes et à tous. En tout cas, merci pour vous être connectés aujourd'hui pour cette webconférence sur les formalités administratives. J'ai la chance d'avoir avec moi donc Alain, qui est bénévole à l'ADI à La Rochelle. Et du coup, donc l'objectif de cette webconférence, pour vous dire un peu comment ça va se passer, on est à peu près sur un format où la webconférence va durer la présentation entre 30 et 45 minutes. Et on gardera un temps de questions. Donc on est voilà sur au total, comptez bien 1 heure, mais il y aura bien un temps dédié pour vos questions à la fin. J'en profite également pour vous dire que le replay, donc la vidéo de cette webconférence vous sera envoyée ainsi que le support. Je vois que des personnes ont des problèmes de son. Comme un peu basique, mais si vous avez des problèmes de son, vérifiez que votre micro, enfin en tout cas le son est bien activé. Regardez, sinon changez votre navigateur, ça peut être aussi une solution. En tout cas, pour la plupart des participants, j'ai l'impression que tout est bon au niveau du son. Donc voilà, un peu plus de patience peut-être pour ceux qui ont encore des petits réglages à faire. Mais c'est toujours un peu compliqué au démarrage des webconférences. Mais voilà, un peu le basique, changer de navigateur et vérifier que votre son est bien activé. Alors, si on est parti du coup pour cette webconférence, et j'en profite très brièvement avant de laisser la parole à Alain pour vous présenter brièvement mon association, donc notre association, l'ADI. L'ADI qui signifie l'association pour le droit à l'initiative économique. Donc moi, je m'appelle Pauline et donc je suis salariée de l'ADI et je travaille au siège de l'association. L'ADI, c'est une association qui est pas toute jeune puisque ça fait plus de 30 ans que l'association existe et ça fait 30 ans qu'on accompagne tous les jours des personnes qui ont un projet de création d'entreprise ou peut-être une entreprise déjà immatriculée et qu'on va aider pour financer et les accompagner dans leurs projets. Donc au total, depuis sa création, on a quand même eu la chance de rencontrer plus de 140 000 entrepreneurs qui ont pu un peu nous parler de leurs besoins d'accompagnement. Et du coup, quand on parle de l'ADI, l'ADI c'est un joli mot, il y a la structure, mais qui c'est concrètement? Eh bien, on a la chance d'avoir beaucoup de bénévoles à nos côtés, puisqu'il y a 1300 bénévoles, parce que l'ADI c'est partout en France, c'est en métropole, c'est aussi en Outre-mer. Donc 1300 bénévoles avec des profils très variés, des personnes qui peuvent avoir une spécialité dans la comptabilité, dans le juridique, dans le commercial. Voilà, on a la chance d'avoir tous ces expertises pour justement accompagner au mieux les entrepreneurs. Et on a effectivement également des salariés à l'ADI, donc plus de 550 salariés. Et notre but, concrètement, c'est de pouvoir conseiller et accompagner toutes les personnes qui ont un projet de création d'entreprise ou un besoin par rapport au développement de leur entreprise. Et donc, c'est de leur apporter un prêt, de les financer. Et également, plus récemment, on a également des produits d'assurance parce qu'on s'est rendu compte que pour les petites activités, ce qui était proposé en termes d'assurance n'était pas forcément adapté. Donc voilà, on peut aussi étudier avec vous, voir comment on peut couvrir de la meilleure manière possible votre entreprise. Donc j'en ai fini moi pour ma parenthèse. Voilà, je laisse la main maintenant à Alain, qui est plutôt l'expert dans cette webconférence, qui va du coup pouvoir vous en dire plus sur toutes les formalités administratives à savoir pour votre entreprise. Je te laisse la main, du coup, Alain. Merci. Bonjour à tous. Donc voilà ce qu'on va faire en 30-45 minutes, comme vous l'a dit Pauline, pour laisser le maximum de temps pour les questions et j'espère les réponses après. 6 items. Les formalités d'immatriculation, tout ça est très pratique. Je vais vous donner un certain nombre de liens, de trucs, et comme Pauline vous l'a dit, vous allez recevoir le support en PDF avec les liens actifs et puis l'enregistrement de la conférence, donc vous aurez tout ça. Donc les formalités d'immatriculation, où s'adresser, etc., comment faire. Les outils obligatoires pendant la vie de l'entreprise, bon, les livres de compte, les
classeurs, etc. Une rubrique sur le classement des bonnes pratiques. Tout ça, c'est beaucoup du bon sens, vous allez voir, mais c'est pas mal aussi de rappeler certains trucs. Un focus particulier sur la trésorerie, parce que c'est un truc particulièrement sensible et beaucoup d'entreprises se cassent la figure pour des questions de trésorerie, donc il faut assurer une veille particulière. Les déclarations périodiques à faire tous les mois ou tous les trimestres, bon, on va un peu préciser tout cela, et un point, une slide sur les pratiques commerciales frauduleuses que vous risquez de rencontrer. Il n'y a pas de... Tout ça est un peu hétéroclite, c'est des points qui ne sont pas... enfin, il y a une logique dans tout ça, mais il n'y a pas un lien particulier d'une rubrique à l'autre. C'est 6 rubriques, je dirais, dont chacune est un peu indépendante des suivantes. Alors, l'immatriculation. L'immatriculation, alors je lis parfois un peu, excusez-moi, mais bon, je souligne avec mon pointeur, je ne sais pas si vous voyez mon pointeur, en principe, oui, voilà. L'immatriculation se fait depuis 2 ans obligatoirement en ligne. Sur l'un ou l'autre de ces 2 sites, guichetentreprise.fr ou pôleautoentrepreneur.com. Bon, auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur, vous savez que maintenant c'est pareil, hein. C'est strictement synonyme, mais le site n'a pas changé de nom. Et alors, ces sites sur le PDF que je vous enverrai sont actifs, c'est-à-dire vous verrez, ça permet d'y accéder directement, mais peu importe, vous pouvez toujours le copier. Et l'un ou l'autre de ces sites répercute l'immatriculation auprès des organismes ad hoc, c'est-à-dire quand vous les ouvrez, vous avez un truc à remplir, votre nom, votre adresse, la nature de votre activité, ce que vous comptez faire, la date à laquelle vous voulez démarrer. Mais bon, je ne vais pas le faire ici parce que ça nous entraînerait trop loin, mais c'est très basique, il n'y a qu'à suivre, le déroulé de l'imprimé. Et il faut y joindre des documents à scanner. Enfin, il faut joindre le scan de certains documents, la carte d'identité, la déclaration sur l'honneur, tiens, il me manque un R, là, bon, de non-condamnation pénale, en effet, pour créer une entreprise, sauf exception, il ne faut pas avoir été condamné, un justificatif de domicile et un diplôme et formulaire JQPA. Alors, JQPA, ça veut dire justificatif de qualification professionnelle pour les artisans. Si on est artisan, il faut fournir un certificat comme quoi on est compétent dans le métier qu'on veut faire. C'est assez logique. Si on veut être électricien, ben, il faut avoir une qualification d'électricien. Voilà, donc il faut en justifier. Toutes les abréviations seront reprises dans les 2 dernières pages de cette présentation. Donc, parfois, je vous dirai ce que ça veut dire dans le fil de la conversation, mais parfois pas. La domiciliation de l'activité, c'est-à-dire l'endroit que vous allez indiquer comme l'endroit d'exercice de votre entreprise, c'est la plupart du temps votre adresse personnelle ou s'il y a un local professionnel, le local professionnel. À propos de l'adresse personnelle, je pense à un truc. En fait, tout ce que nous allons faire aujourd'hui, principalement, s'adresse aux micro-entrepreneurs. C'est clair. Ça ne s'adresse pas aux sociétés, ça ne s'adresse pas aux structures plus compliquées. C'est le cas de, je pense, la plupart des gens qui nous écoutent aujourd'hui, de vous qui nous écoutez aujourd'hui, mais il sera toujours temps, si on veut, après, de préciser d'autres cas de figure. Mais donc, dans 9 cas sur 10, ça sera l'adresse personnelle du micro-entrepreneur. Après ces formalités remplies, l'INSEE, l'Institut de la statistique, attribue un numéro SIRET et un code APE, c'est des trucs dont vous avez dû entendre parler. Le numéro SIRET, c'est le numéro de l'entreprise. Il ne change jamais, il est toujours attaché à l'entreprise. Et c'est un numéro qui a 9 ou 14 chiffres. Enfin, si c'est une entreprise à établissement unique, ça s'appelle le SIREN, il y a 9 chiffres. S'il y a plusieurs établissements, c'est le SIRET, il y a 14 chiffres. Je ne pense pas que ce sera votre cas. Et le code APE, c'est le code d'activité principale exercée. On verra après ce qui se passe s'il y a plusieurs activités, ce qui est possible. La demande d'ACRE. Alors l'ACRE, je pense que un certain nombre d'entre vous savent ce que c'est l'aide à la création ou à la reprise d'une entreprise. C'est une diminution des cotisations sociales.
c'est une exonération partielle des cotisations sociales. Il faut faire une demande et elle se fait en même temps, mais sur un autre formulaire, parce que ça se fait auprès de l'URSSAF. Et en fait, ça se fait sur le site des impôts qui répercute automatiquement à l'URSSAF. Je continue. La slide suivante. 3. Là, voilà. J'en ai pas. Non, c'est bien ça. J'avais peur d'en avoir sauté une. Au moment de l'immatriculation, il faut remplir la déclaration initiale de CFE. CFE, c'est la contribution foncière des entreprises. Excusez-moi, je vais attraper un peu d'eau parce que... Il faut être bien équipé pour les webproofs parce que très rapidement, en fait, on parle et si on n'est pas bien hydraté, on a un petit problème technique. Je suis arrimé, je vais pouvoir terminer. J'en profite pour répondre à Shaima qui posait la question si on allait aborder les spécificités propres au DOM-TOM par rapport à l'immatriculation. Je pense que là, le but, c'est de vous donner des informations générales. Après, quand vous choisissez effectivement dans le rapport votre territoire, voilà, je suppose qu'en fait, les spécificités vous sont précisées, mais je pense pas, Alain, qu'on a prévu en tout cas de faire un zoom DOM-TOM sur la partie d'immatriculation. Est-ce qu'il y a vraiment des grosses différences de ce côté-là? Non, à vrai dire, je ne sais même pas s'il y a des différences importantes. Des différences, en fait. Donc, je pourrais le regarder, mais là, non, il n'y a pas de truc particulier pour les DOM-TOM. Mais bon, on pourra le regarder, hein, ça c'est bien volontiers. Bien volontiers. Donc voilà, la CFE, ça n'est dû qu'à partir de la deuxième année. La première année, vous êtes exonéré, et la deuxième année, c'est si le chiffre d'affaires de la première année a été supérieur à 5 000 €. Bon, c'est pas beaucoup, donc en général, vous devez la CFE à partir de la deuxième année, et ben, il faut s'inscrire sur impôts.gouv.fr. Alors, impôts.gouv.fr, c'est le site des impôts que sans doute la plupart d'entre vous connaissent. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est l'occasion de le faire. Il faudra vous ouvrir un compte spécifique à votre entreprise sur impôts.gouv.fr, un compte professionnel sur lequel vous enregistrerez, vous communiquerez avec les impôts pour tout ce qui concerne votre entreprise. Toujours dans les opérations initiales, informez Pôle emploi. Si vous y êtes, bon, si vous n'y êtes pas, la question ne se pose pas. Mais en revanche, si vous y êtes, je vous conseille fortement de ne pas vous radier, parce qu'on ne sait jamais si l'entreprise se casse la figure, si vous avez encore des indemnités à percevoir, ce qui est très souvent le cas. Ben, il faut bien entendu ne pas arrêter votre compte Pôle emploi prématurément. Sauf si vous avez fait le choix de la RCE. Alors pour ceux qui sont à Pôle emploi, vous savez peut-être ce que ça veut dire. La RCE, c'est l'aide à la reprise ou à la création d'une entreprise. Alors, c'est pas l'ACRE, c'est le contraire au point de vue sigle, mais ça n'a rien à voir. Ça consiste à sortir de Pôle emploi, comme on dit, en capital, c'est-à-dire à toucher en bloc une partie du solde des indemnités qu'on doit recevoir. Il reste 6 mois après. Et alors là, on est obligé de se retirer. Bon, c'est une procédure particulière quand on est à Pôle emploi, mais les conseillers de Pôle emploi ont dû vous l'expliquer. C'est un truc qui présente des risques. Toujours, au moment de l'immatriculation, informez le cas échéant, c'est-à-dire si vous touchez des indemnités, des allocations familiales, enfin des allocations de la CAF, allocations familiales, garde d'enfants, etc., informez que vous créez une entreprise. Et enfin, dernière chose, si vous êtes artisan, vous avez dû entendre parler du stage SPI. SPI, c'est le stage de préparation à l'installation, c'est un stage de 5 jours
qui était obligatoire pour les artisans et qui ne l'est plus. Donc, il ne faut pas le faire. C'est un stage qui est uniquement administratif. Ça rejoint un peu ce qu'on fait aujourd'hui ou dans d'autres formations de l'ADI. Ce n'est pas un stage sur le métier, c'est un stage sur on apprend à créer une entreprise. 5 jours, c'est très court. C'était surtout au moyen des chambres de métier et des artisans de percevoir un peu d'argent. On peut toujours le faire, mais ça n'est plus, il faut savoir que ça n'est plus obligatoire. Je passe à la slide suivante. Alors, si vous avez des questions, ben vous les mettez dans le chat. Pauline les verra et puis on prendra du temps pour y répondre après. Et j'en profite du coup, Alain, pour demander, parce que je pense que c'était une question importante, pour l'immatriculation, donc tout ce qui est la procédure que tu as décrite, est-ce que c'est également valable, une question pour les personnes qui voudraient se lancer en EURL et je pense que là, on est vraiment plutôt sur le statut de la micro-entreprise. Oui, absolument. Non, mais c'est... Bon, effectivement, j'ai parlé, j'ai dit que ça concernait surtout les micro-entreprises, mais les formalités d'immatriculation pour une URL ou pour une IRL ou d'autres statuts sont les mêmes. C'est toujours... D'accord, c'est pour tout le monde, voilà. Très bien. Pas pour les sociétés. Alors, oui, pour l'URL. Les sociétés à plusieurs, là, c'est un peu différent. C'est auprès des chambres de commerce ou des chambres des métiers. Mais pour toutes les entreprises individuelles. Pour toutes les entreprises individuelles, on est bien sur cette procédure-là. Pour toutes les personnes qui ont des sociétés, il y a des statuts à déposer pour l'entreprise. Et donc là, on est sur un autre type de procédure. Voilà. Alors, toujours... on est toujours sur les matriculations. Prévoir une assurance RC Pro, responsabilité civile professionnelle, essentielle. On a dû vous le dire déjà maintes fois par ailleurs. Assurance concernant l'activité. Bon, si vous êtes électricien et que vous faites sauter la maison ou vous faites des travaux, vaut mieux être assuré. Pour la voiture, si vous servez d'une voiture pour votre usage professionnel. Pour le local, si vous avez un local. Ou le marché, si vous avez un banc. Un étal sur un marché, qu'une personne se casse une jambe parce qu'elle a glissé sur une flaque d'eau ou une flaque d'huile et que vous risquez d'être tenu pour responsable, bon, il faut être assuré, toujours plutôt plus que moins. Le cas échéant, déposez la marque ou le logo, si vous en avez un, c'est souvent le cas, à l'INPI. L'INPI, c'est l'Institut national de la propriété industrielle. Voilà le site. Alors, vous pouvez déposer un brevet, c'est un peu cher, ou vous déposez, vous mettez votre truc dans une enveloppe solo. Ça, c'est un truc probablement dont peu d'entre vous connaissent. Solo, c'est le nom du type qu'il a inventé. C'est une enveloppe scellée, scellée, c'est le nom commun, dans laquelle vous mettez votre logo, votre marque, votre croquis, ou que vous voulez, dont vous voulez conserver, marquer l'antériorité. Vous voulez dire que vous avez été le premier à y penser. Ça coûte 15 €, c'est pas très cher. Vous la remettez ou vous l'envoyez en pire commandé à l'INPI, qui met un beau tampon avec l'heure exacte d'arrivée de l'enveloppe et puis qui la classe. Et le jour venu, si quelqu'un d'autre développe le même procédé ou utilise le même logo ou la même marque, vous pouvez dire non, j'étais là avant vous. Et à ce moment-là, c'est l'INPI qui vérifie les deux enveloppes et si vous avez été effectivement le premier, ben, l'autre n'a pas le droit de l'utiliser. C'est une sorte de dépôt de brevet simplifié. Pour les métiers de bouche, attention, là, il y a un stage obligatoire d'hygiène alimentaire, 1 jour pour les commerçants, 2 jours pour les restaurateurs et traiteurs. 200 € par jour. Alors là, vous trouverez
les coordonnées, les renseignements, tout ça sur des rubriques spécialisées d'Internet. Il y a même pas mal de renseignements dans le site de l'ADI pour ça. Là, pour le coup, c'est obligatoire, on le comprend. Et un permis d'exploitation si vous vendez de l'alcool. C'est les licences 1, 2, 3, 4 qu'on connaît bien. Bon, je ne sais pas si ça sera que pour d'entre vous. Alors, dernière chose importante, pour des boutiques ou tout local recevant du public, il faut vous assurer que votre local est conforme aux normes ERP. ERP, établissement recevant du public. Ça, c'est essentiel, c'est clair, vous pouvez, enfin bon, pour des questions évidentes de ventilation, de sécurité électrique, de solidité de la toiture, etc. Alors là aussi, bon, bah, vous cliquez normes EMP sur Google et puis vous aurez tous les renseignements. On continue. Et on passe aux outils obligatoires. J'ai l'air de bafouiller, mais c'est vrai, je bafouille parce que j'ai une fenêtre sur mon propre écran qui me cache le titre, mais c'est pas grave. Les outils obligatoires. Alors là, nous sommes vraiment dans le cas du micro-entrepreneur. Si quelqu'un est au réel, c'est un peu plus compliqué, mais on y viendra. Premièrement et essentiel, le livre recettes dépenses. 2 parties, une partie pour les recettes, une partie pour les dépenses. C'est le seul document comptable exigé d'un micro-entrepreneur. Il comporte pour chaque vente ou achat et par jour la date du jour, le libellé, le montant, le mode de règlement, le numéro de facture. Bon, c'est tout simple, c'est un livre de caisse. C'est un livre de caisse. Si vous exercez une activité mixte, alors vous vous souvenez, on en a parlé tout à l'heure, c'est tout à fait possible. Vous pouvez avoir une activité de vente de produits, une activité de prestation de services. Je prends un peintre qui fait des travaux de peinture, c'est une prestation de service. Il est artisan dans cette activité. Mais si en même temps il vend de la peinture, ce qui est tout à fait possible, non seulement aux gens pour qui il fait de la peinture, mais il peut aussi vendre de la peinture, sans peindre lui-même. C'est une autre activité, c'est une activité commerciale. Et à ce moment-là, il faut distinguer dans votre livre de recettes 2 parties. C'est-à-dire qu'en fait, il faut en avoir 2. Il faut avoir le chiffre d'affaires de produits et le chiffre d'affaires de prestations séparés. En effet, les taux des impôts et des cotisations sociales sont différents. Alors ça, on ne va pas en parler aujourd'hui parce que ce n'est pas l'objet de la conférence, enfin la réunion. Mais c'est tout à fait important. Vous savez que pour un micro, les impôts et les cotisations sociales dépendent du chiffre d'affaires. Pour quelqu'un en réel, ça dépend du résultat, mais au bout du compte, c'est le même. Les taux ne sont pas les mêmes selon l'activité, qu'on est commerçant ou artisan. Donc il faut séparer les trucs. Bon, ben voilà, c'est pas beaucoup plus compliqué. Il est là mon truc. Deuxième chose à avoir obligatoirement, un compte bancaire dédié. Alors, juridiquement ou administrativement, il est obligatoire si le chiffre d'affaires est supérieur à 10 000 euros 2 années de suite. Mais je vous le conseille très vivement dans tous les cas. Bon, ça consiste en quoi? Ça consiste à dire que moi j'ai mon compte bancaire personnel, la plupart du temps vous en avez déjà un, je crée une activité professionnelle, il faut que je puisse la suivre et suivre mon compte à part, donc je crée un compte pour ça. Ce n'est pas forcément un compte pro. Un compte pro, c'est un compte professionnel au sens bancaire. Il est peu cher, il y a des possibilités supérieures, mais ce n'est pas nécessaire pour ce que vous avez à faire. Mais comme il est plus cher, le banquier va certainement chercher à vous le vendre. Il va même vous dire que c'est obligatoire. Ce n'est pas vrai. Si vous dit cela, il faut aller en voir un autre. Il suffit d'avoir un compte dédié, c'est-à-dire un deuxième compte personnel. Un compte pro n'est nécessaire que si l'on a un TPE, un terminal de paiement électronique, le petit machin pour recevoir la carte bleue, encore qu'il existe maintenant des TPE sur smartphone. Ou un prêt bancaire pro, là il faut un compte pro, ou si on crée une société. Mais sinon,
il suffit d'un compte ordinaire, donc c'est quoi? C'est de l'ordre de 10 € par mois. Voilà. Il y a même des banques en ligne qui offrent des solutions adaptées aux entreprises individuelles et peu chères. Il y en a dans les bons plans à 10. Bon à savoir. Troisième chose importante, et alors là, ça peut vous concerner si vous êtes micro, mais c'est surtout si vous êtes assujetti, enfin, c'est-à-dire, ça ne vous concerne que si vous êtes assujetti à la TVA, ce qui est exceptionnel si vous êtes micro, automatique si vous êtes au réel. On ne rentre pas dans le détail, mais à ce moment-là, il vous faut un logiciel de caisse, c'est-à-dire qu'il faut un logiciel qui automatiquement sorte les factures ou les bons de caisse avec la TVA en clair. Bon, je n'insiste pas parce que c'est peu le cas de ceux qui sont là aujourd'hui, mais c'est bon de le savoir. Alors, le classement. Oh, ça va aller vite, c'est un peu du bon sens. Classer convenablement ces documents, c'est pouvoir tout retrouver. Hein, c'est un truisme, c'est un gage de sérieux, c'est surtout le moyen de ne pas perdre de temps. Lisez le courrier tous les jours, classez-le en fonction des priorités et traitez-le au moins une fois par semaine. Ça, à mon avis, c'est même un minimum. Il n'y a rien de pire que de se laisser envahir par une masse, une pile de courriers à traiter. Plus la pile augmente, plus on est paniqué et moins on fait bien. Bon, classez les factures originales de vos fournisseurs et les doubles de vos factures de vente en numérique, éventuellement, vos factures de vente. Les factures de vos fournisseurs, vous pouvez même les scanner. Bon, vous voyez ce qui est le plus simple, hein, de les classer en papier ou de les scanner au fur et à mesure. Et agrafer les justificatifs de paiement de vos factures fournisseurs avec pour les retrouver, pour pouvoir le justifier s'il y a une contestation. Conservation des factures 10 ans. Oh, ça, c'est important à savoir. On s'en doute pas. Hein. La prescription, comme vous savez, c'est bon, 3 ans pour les impôts, 3 ou 5 ans pour d'autres choses. Pour les factures, c'est 10 ans. C'est beaucoup. Donc, ça commence à faire beaucoup de papier si c'est du papier. Donc, à ce moment-là, ben, on peut scanner. Sinon, ça fait des armoires de papier. Non, je suis toujours sur la même, c'est pas ça. Alors, la trésorerie. Là, c'est important. Je ne dis pas que le reste ne l'est pas, mais enfin là, c'est particulièrement important. La trésorerie nécessite une veille particulière. Les impayés sont la première cause de défaillance des entreprises. Si une entreprise dépose le bilan, si elle est obligée de se mettre en redressement judiciaire ou pire en liquidation judiciaire, c'est, bon, bien sûr, sur le long terme, c'est parce qu'elle n'est pas rentable, mais dans l'immédiat, c'est parce qu'il n'y a plus rien dans la caisse. C'est parce que la trésorerie est défaillante. Ben, le compte est en rouge. Voilà. Alors, vous avez tous déjà plus ou moins suivi les modules ou les conférences sur la partie financière. Donc, vous voyez à peu près ce que je veux dire. Disons tout simplement pour les autres que le résultat, ben, c'est ce qu'on constate à la fin de l'année, mais la trésorerie, c'est ce qui se passe au jour le jour. C'est l'état du compte. En bas, ben, c'est le compte qui est en rouge, comme sur votre compte personnel. Et ça, les banquiers n'aiment pas. Ils n'aiment pas parce qu'ils ont peur qu'on ne puisse pas rembourser. Donc, il ne faut pas se mettre en rouge. Alors, plusieurs moyens pour cela. D'abord, pour améliorer cette trésorerie, demander des acomptes à la commande, c'est-à-dire pour des travaux ou fournitures de quelque importance, prévoir, si possible, ce n'est pas toujours le cas, un acompte à la commande. Mais c'est fréquent, un artisan qui fait des travaux de peinture, je reprends mon exemple, c'est classique qu'ils disent, ben, écoutez, voilà, moi j'aimerais bien, je vous demande un acompte de 20 ou 30% à la commande. Ça fait de l'argent qui rentre, ça permet d'améliorer sa trésorerie. Bon, il est évident que quand vous vendez sur un marché, vous n'allez pas demander un acompte à la commande, il n'y a pas de commande, la vente se fait dans l'immédiat. Voilà.
Mais il y a des cas où ça mérite de se poser la question. Deuxième point, facturez vos clients dès que la marchandise est livrée ou la prestation réalisée. Alors là, c'est un défaut qu'ont certains, dire bon, ben, ça va, c'est super, j'ai livré mon truc, la chambre est belle, et puis bon, ben, je facturerai quand j'ai le temps, quand j'aurai le temps. Ben non, s'il n'y avait pas, si vous cassez une jambe, voilà, vous allez avoir des factures qui ne vont pas être faites, et ça fera de l'argent qui ne va pas rentrer, facturé systématiquement dès que la marchandise est livrée. Surveillez régulièrement l'échéancier des paiements, c'est-à-dire faites-vous un tableau disant à quel moment vous devez recevoir tel paiement, parce qu'il peut être convenu à l'avance que tel règlement se fera à telle date, pas immédiatement tout à l'encaissement. Donc, et surveiller l'échéancier des paiements et vérifier leur encaissement au fur et à mesure. Et au bout du compte, faites-vous un tableau prévisionnel de trésorerie, c'est-à-dire prévoyez dans le temps ce qui va rentrer et sortir pour voir combien il va rester sur votre compte. Et vérifiez tous les jours le solde de votre compte en banque, ça c'est vite fait, pour vérifier, pour surveiller qu'il ne se rapproche pas trop du zéro. Alors, toujours à propos de la trésorerie, si le client est en retard de paiement, réagissez de suite. Ne laissez pas les choses s'aggraver. D'abord parce qu'il est toujours plus tard de réagir. Il est toujours pas bon de réagir avec retard. Il faut montrer au client que vous ne vous laissez pas faire. Alors, il ne s'agit pas tout de suite de la signer devant le tribunal, mais cherchez d'abord à comprendre. Vous lui téléphonez, vous lui envoyez un mail. Si l'un et l'autre sont sans succès, vous lui envoyez une lettre recommandée. Et puis, si vraiment tout ça ne va pas, ben vous faites une injonction de payer au tribunal de commerce. Mais parfois, ça vous amènera à un accord à l'amiable plutôt qu'un procès qui coûte cher, qui est long, qui va vous brouiller avec le client. Maintenant, il faut peut-être mieux se brouiller avec les clients qui ne payent pas pour se consacrer à ceux qui payent. Enfin voilà, c'est du bon sens. Réagissez tout de suite, courtoisement pour commencer, fermement après. Alors, les déclarations périodiques et de page. La déclaration du chiffre d'affaires. Alors là, nous sommes pour les micros, qui doivent déclarer leur chiffre d'affaires. Les entreprises au réel, c'est la déclaration de résultats en fin d'année, c'est tout autre chose. Là, c'est vraiment pour les micros. Tous les mois ou tous les trimestres au choix. Bon, on verra après sur le meilleur choix, mais sur le portail auto-entrepreneur URSSAF, celui qu'on avait vu au début, tous les mois, vous devez déclarer votre chiffre d'affaires pour le paiement des cotisations sociales. Alors, j'ai repris le lien de ce portail ici. Bon, je ne peux pas vous montrer dans l'instant à quoi il ressemble, mais vous le verrez. Voilà, c'est très basique, c'est très facile. Vous déclarez votre chiffre d'affaires. Alors ça, c'est pour le paiement des cotisations sociales et des impôts si vous avez fait le choix du prélèvement libératoire. Bon, on ne va pas en parler aujourd'hui. C'est pas l'objet. Voilà. Mais ça se fait en même temps. Si vous êtes à Pôle emploi, là, c'est tous les mois, obligatoirement, sur votre site de Pôle emploi, sur votre compte Pôle emploi, il faut déclarer le chiffre d'affaires que vous avez fait. En effet, le chiffre d'affaires que vous avez fait va avoir une incidence, bien sûr, c'est logique, sur les indemnités que va vous verser Pôle emploi. Il y a une notice explicative qui est bien faite, dont vous aurez le lien aussi, mais celui-là, il n'est pas sur le PDF, il n'est pas actif, il faut le copier-coller, mais bon, c'est pas difficile. Toujours les déclarations régulières. Tous les trimestres, cette fois, à la CAF, la Caisse d'allocation familiale, sur le portail de la CAF, dont voici le lien. Alors, c'est pareil, c'est exactement comme pour Pôle emploi.
euh, euh, vous devez déclarer à la CAF, mais là c'est trimestriel, les rentrées de chiffre d'affaires que vous avez eu comme micro-entrepreneur, parce que ça peut avoir une influence sur les prestations sous conditions ressources. Ce n'est pas le cas des allocations familiales, mais ça peut être le cas, ça l'est bien sûr, du revenu d'activité, d'autres prestations éventuelles. Donc la CAF demande évidemment que vous la teniez au courant du chiffre d'affaires que vous avez fait. Et enfin, le cas échéant, si vous êtes à la TVA, ce qui est généralement pas le cas des micros, mais on ne sait jamais, tous les mois ou tous les trimestres, sur le portail des impôts, la déclaration de TVA. Voilà, je crois avoir fait le tour là des déclarations régulières à faire. Bon, ben voilà, il suffit d'avoir ça dans un coin de sa tête, de préférence sur son bureau, et puis on les oublie pas. Alors, tous les mois ou tous les trimestres, bon, la CAF, c'est tous les trimestres, on n'a pas le choix. Pour l'emploi, c'est tous les mois, on n'a pas le choix. Il y en a où on a le choix, pour la TVA, pour les déclarations de chiffre d'affaires aux impôts, la précédente. Voilà, c'est ça, l'URSSAF. Moi, je vais vous dire, quand j'étais entrepreneur en profession libérale, je préférais le faire tous les mois. Je trouvais que c'est plus simple. Ça revenait plus vite. On se souvenait mieux à un mois donné ce qu'on avait fait le mois précédent. Tous les trimestres, c'est un peu plus compliqué, je trouvais, replonger dans ces papiers. Finalement, je trouvais que c'était plus simple de le faire tous les mois. Bon, chacun fait comme il veut, mais il ne faut pas croire. C'est tellement simple comme formalité, il vaut mieux s'en acquitter régulièrement. Alors, eh ben, ça sera notre dernière slide. On est pas mal. Attention aux pratiques commerciales frauduleuses. Une fois créées, les coordonnées de l'entreprise, son adresse, son secteur d'activité, son statut juridique, bon ça c'est peut-être moins passionnant, sont des données publiques. Elles sont publiées sur toutes sortes de trucs. Et donc, ça va vous entraîner, ça va ouvrir les vannes à plein de gens qui vont vous tomber dessus pour vous proposer plein de choses. Donc, ils vont vous démarcher. Parfois, c'est des démarches qui peuvent être utiles et intéressantes. Ils vont vous proposer des logiciels, des bons plans, des trucs. C'est le meilleur des cas. Mais souvent, c'est frauduleux, c'est pour vous extorquer des renseignements et après pénétrer sur vos comptes, avoir vos codes, etc. Donc, attention, c'est très fréquent et c'est très dangereux. Vous allez recevoir des courriers de faux SSI. SSI, c'est la Sécurité sociale des indépendants, des CPAM, des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses de retraite obligatoires, registres SIRET, etc. Il y en a plein. Je ne sais pas tous imaginer, mais soyez très, très, très méfiants. Et en cas de doute, demandez l'avis à un partenaire aux chambres de commerce, aux chambres de métier ou à l'ADI. Ils sont très bons. Ils sont très bons. Voilà. Alors, les deux dernières slides, eh bien, comme je vous le disais, c'est le lexique. C'est le lexique. Voilà. Bon, vous l'ignoreriez pour hein. Alors, il faut apprendre tout ça par cœur. Je ferai une interrogation orale demain matin. Voilà. Eh bien. Super. Merci beaucoup, Alain. Et moi, de mon côté, il y a eu beaucoup déjà de questions qui ont été posées sur le chat. Donc, on va faire de notre mieux pour tenter d'y répondre. Et j'en profite aussi pour toutes les personnes qui ont une question un peu spécifique. Je pense notamment, par exemple, à Léo qui avait une question sur les professions libérales, sur le choix d'un domaine vraiment spécifique à votre activité. Je pense pas qu'on va pouvoir vous donner une réponse individuelle à chacun. Donc, si jamais on n'a pas répondu à votre question, je le fais dès maintenant. Je vous donne l'adresse à l'ADI de nos équipes qui peuvent prendre le temps avec vous de répondre à vos questions sur un sujet bien spécifique pour votre activité.
Hop. Donc, je ne sais pas si normalement je l'ai envoyé dans le chat. Alors, en tout cas, Alain, donc plein de questions, hein. Plein de questions. Et du coup, on avait beaucoup de questions qui sont tournées autour, notamment, alors de la facturation. J'y reviens parce que c'est quand même un domaine important. Tu disais, il faut à chaque fois fournir une facture. Une personne posée, je me demandais s'il y avait une exception pour une facturation si la somme elle est inférieure à 25 euros ou si peu importe la somme, de toute façon, il y a l'obligation d'avoir une facture à chaque fois qu'on fait une prestation. Est-ce qu'il y a une législation? Est-ce que tu sais s'il y a une définition par rapport à ça? Alors effectivement, pour une somme inférieure à 25 euros, on n'est pas obligé de faire une facture en bonne forme. Un bon de caisse. Ah. Attends, j'ai un problème de son? Non? Non, on t'entend bien. Ah, non, mais voilà, c'est bon. Non, parce que Nasreddine me téléphonait, mais je le prendrai après. D'accord. Voilà, vous m'entendez bien là, ok. Oui, donc il n'y a pas besoin de faire une facture en bonne et due forme pour une petite somme inférieure à 25 euros. Un bon de caisse suffit. Par exemple, quand vous achetez un café au comptoir ou un bouquin en librairie de moins de 25 euros, généralement, on vous demande est-ce que vous voulez une facture ou pas. Et sinon, il vous fait simplement un bon de caisse, y compris avec la TVA d'ailleurs, parce que lui, évidemment, la librairie ou le café est astreint à la TVA. Et voilà, le bon de caisse tient lieu de facture. Donc c'est pareil, si vous faites des prestations petites, il suffit d'un bon de caisse ou d'un papier sur un manifold, un carnet manifold, vous savez, les carnets carbone comme il y avait autrefois, tout simple. Il y a des carnets de facture, ça s'appelle facture, remarquez, mais c'est ultra simple. Voilà, c'est pas une vraie facture avec toutes sortes de renseignements. Voilà. Oui, la réponse est oui. Oui, il faut dans tous les cas laisser une trace. Et il y avait également donc des questions donc sur l'outil donc de livre cahier recettes dépenses. Une personne qui posait la question si on pouvait le faire sur Excel. L'important c'est de vraiment garder une trace. D'avoir tout bien noté et garder une trace papier aussi, puisque vous pouvez tout conserver sur votre ordinateur, mais si jamais il tombe en panne, voilà, ne vous retrouvez pas sans rien. C'est important d'archiver toutes les prestations qui sont faites. Il y avait beaucoup de questions aussi sur le compte bancaire. Alors, je le reprécise puisque je vois qu'une personne en avait parlé. Très important de séparer vos dépenses professionnelles de l'activité de vos dépenses personnelles. C'est vraiment une attente quand vous êtes en entreprise individuelle d'avoir deux comptes séparés. Ça peut être deux comptes courants, mais on a vraiment cette exigence, et tu me confirmes Alain, mais il faut vraiment séparer les activités. C'est très important. Et des personnes demandaient si le compte bancaire, il y avait une exigence à ce que ce compte soit domicilié en France, ou est-ce que tu sais maintenant il y a beaucoup de néobanques. Les personnes parlaient j'ai vu passer N27, Shine. Est-ce que ça fonctionne aussi avec un compte en ligne? Oui, oui, tout à fait. Vous pouvez avoir un compte en ligne. Vous pouvez avoir un compte en ligne, bien sûr. Oui, j'en ai parlé à un moment. Et, c'est moins cher. Oui, ça peut être une bonne astuce. Oui. Alors, ça vous permet pas d'avoir un carnet de chèques, ça vous permet pas de. Enfin, c'est sommaire comme prestation, mais c'est beaucoup moins cher. Et si on fonctionne uniquement avec des virements, des cartes bleues ou des. Oui, c'est tout à fait utile. Et donc, il y a des. Voilà, c'est bien possible en tout cas, ça peut être une réponse pour vous. On peut aussi avoir un compte aux îles Caïmans, mais ça fera l'objet d'une autre webconférence. En tout cas, il y avait également une question. Alors ça, c'est vrai, je vous avoue, c'est un domaine que je connais moins bien. Donc c'est pour enregistrer en fait sa marque, si j'ai bien compris, à l'INPI. Une personne qui posait la question est-ce que j'ai besoin d'enregistrer, de signaler mon logo et le nom de mon site à cet organisme, ou est-ce que c'est vraiment pour l'INPI? Pour moi, c'est quelque chose de bien spécifique sur les brevets. Est-ce que tu peux nous apporter plus de précision sur ça, Alain? Alors, bien sûr, c'est pas du tout une obligation. Bon, c'est laissé au libre choix de chacun. Rien n'oblige à déposer sa marque ou son logo. Rien n'oblige. Mais
bon, c'est prudent parce que si vous vous apercevez dans 2 ans que quelqu'un utilise votre logo ou votre marque, vous regretterez bien de ne pas l'avoir fait. Et là, pour ce que ça coûte, ça sera vraiment dommage. Ouais. Alors, il y a des gens altruistes qui font une invention magnifique et qui ne veulent pas le déposer pour que ça reste dans le domaine public. Bon, j'ai des exemples ici, mais peu importe, c'est formidable, mais c'est quand même assez rare. Non, je vous conseille vivement de le faire. Bien sûr, enfin, l'INPI, il ne faut pas que ça fasse peur. Bien sûr que c'est principalement pour les brevets, pour les trucs compliqués, etc. Mais c'est ouvert absolument à toutes les marques. Le moindre logo, même des images de sites. Enfin là, je ne sais pas, il faudrait voir sur le site de l'INPI exactement les conditions. On ne peut pas tout breveter non plus. Mais a priori, il vaut mieux déposer Voilà. un logo solo à l'INPI plutôt plus que moins. Il faut, et en tout cas, voilà, voir la protection avant tout de votre entreprise en essayant de, voilà, de Oui. voir si jamais il y a un risque de ce côté. Il y a eu beaucoup de questions qui ont tourné autour de la responsabilité civile professionnelle que tu as mentionné, Alain. Moi, je me permets juste donc du coup de répondre sur ce point, puisque beaucoup de personnes posent la question: est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que pour une activité de conseil, quelle est la responsabilité civile professionnelle que je dois prendre? Bon, la responsabilité civile professionnelle, il y a des activités où elle est obligatoire. Vous êtes marchand, vous faites de la vente ambulante, le placier va vous la demander, c'est obligé. Il y a d'autres activités où elle n'est pas obligatoire, mais elle peut être fortement recommandée. Et en fait, ça dépend énormément de votre activité. Pour des activités de conseil, on est vraiment sur des demandes en termes d'assurance qui peuvent avoir beaucoup d'influence sur les préjudices qui peuvent être causés. Donc, je peux déjà vous dire que c'est un peu compliqué de trouver des assureurs quand on est sur une prestation de conseil. Mais ça existe. Donc, en fait, ce qu'il faut voir, si vous cherchez vraiment à savoir les tenants et les aboutissants par rapport à une assurance, c'est peut-être se renseigner auprès d'un courtier d'assurance si vous avez une activité bien spécifique. Sinon, regardez tout simplement ce qui existe sur le marché, si c'est obligatoire ou pas, s'il y a des prix qui sont intéressants. En tout cas, nous, à l'ADI, on a l'habitude d'aborder ce sujet quand on conseille les entrepreneurs sur leur activité. Il y avait également beaucoup de questions qui tournent, et c'est normal, Alain, c'est la question des statuts. Quel est le meilleur statut? Mais est-ce que finalement, se lancer en entreprise individuelle, ça a beaucoup de coûts? En fait, vraiment pour résumer toujours sur ces questions-là, on va pas pouvoir. Ça dépend de votre activité, ça dépend de vos ressources quand vous vous lancez. Il n'y a pas de statut magique. Si vous faites une société, vous allez devoir payer un comptable. Un comptable, c'est 2 000 € à l'année. Donc, il y a d'autres coûts qui sont aussi liés au statut de société. Et l'entreprise individuelle a également d'autres coûts. Vos revenus personnels sont mélangés avec le revenu de votre activité. Voilà, chaque statut a ses avantages et ses inconvénients. Donc, nous, on peut juste vous dire de bien faire attention, si vous n'avez pas encore immatriculé votre société, à bien regarder les avantages de chacun. Voilà, c'est quelque chose, une décision qui se prend au calme et elle est en fonction de votre activité. Il y avait une question intéressante, un peu globale, mais je pense peut-être, Alain, comme toi tu étais à ton compte, ça peut être intéressant. Une personne qui disait, en fait, quand est-ce que c'est le meilleur moment pour faire ces formalités administratives? Nous, on a beaucoup des personnes qui viennent nous voir à l'ADI et qui nous disent: ah, c'est bon, j'avais mon idée et je me suis immatriculée. Et on va lui dire: ah oui, ah bon, bah, il vaut mieux quand même attendre d'avoir avancé dans toutes ces démarches pour s'immatriculer. Est-ce que toi, Alain, tu as un peu un conseil à donner sur quand est-ce qu'il faut commencer à faire toutes les démarches de l'immatriculation? Oui, il faut les faire, bon, pour être simple, quand on est prêt à démarrer. Pourquoi? Bon, d'abord, ça ne sert à rien de les faire avant. Il y a des choses qui peuvent changer. Vous pouvez dire, bon, modifier un peu votre projet, avoir envie de faire en plus autre chose, que sais-je. Ça ne sert à rien de se précipiter dans les papiers tant que tout n'est pas ficelé. Et puis, il y a un truc bien précis, c'est l'histoire de l'ACRE, l'aide à la création, à la reprise d'entreprise, qui donc conduit tout simplement à une diminution de moitié des cotisations sociales la première année. Bon, c'est pas rien, parce que les cotisations sociales, c'est important, c'est 22% pour un commerçant et 18% pour
et 18% pour un artisan du chiffre d'affaires. Donc, c'est important. L'ACRE permet d'en payer que la moitié. Mais le compteur de l'ACRE, entre guillemets, il se met à tourner dès votre immatriculation. C'est-à-dire que si vous immatriculez en janvier, C'est parfait. Là, c'est bien. c'est parti, ouais, et puis que vous ne démarrez effectivement qu'en juillet, vous aurez perdu, entre guillemets, 6 mois du bénéfice de l'ACRE, parce que le compteur de l'ACRE, il va s'arrêter le 31 décembre, puisque vous êtes immatriculé en janvier. Alors que votre activité n'ayant démarré qu'en juillet, vous auriez mieux fait de vous immatriculer pour démarrer au 1er juillet, et l'ACRE, vous en auriez bénéficié jusqu'en juillet de l'année suivante. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, c'est pas clair. En fait, peut-être juste pour rappeler effectivement, juste un petit zoom sur l'ACRE. On est d'accord que l'ACRE, c'est quelque chose, donc c'est un abattement des cotisations sociales pour la première année. On a moins 50% du paiement de nos cotisations sociales. C'est quelque chose qu'on peut demander. On a 45 jours pour le demander au moment où on immatricule l'entreprise. Donc voilà, 46 jours après, vous pouvez plus bénéficier de l'ACRE. Mais effectivement, il y a cette question centrale sur l'ACRE. Ça fonctionne par année, enfin on peut dire année fiscale. Donc c'est de janvier jusqu'à décembre. Et donc comme tu disais Alain, si j'immatricule ma société en janvier, je peux bénéficier de l'ACRE, de cet abattement dès janvier si j'ai des prestations en janvier. Donc oui, là ça va être... C'est ça. L'ACRE, ça ne fonctionne pas sur l'année fiscale de janvier à décembre. Ça fonctionne sur l'année calendaire à partir du moment où tu l'as demandé. Ah d'accord. Eh ben ça c'était c'était mon ignorance. Voilà. Donc écoutez très attentivement Alain. Justement, c'est pour ça qu'il ne faut la demander qu'au moment où tu vas pouvoir effectivement en profiter, c'est-à-dire où tu vas commencer à avoir des rentrées de chiffre d'affaires. Je reprends mon exemple, mais je vais essayer d'être plus clair. Du coup, en fait, c'est vraiment ce qui conditionne la décision sur l'ACRE, c'est quand on sait qu'on va avoir des premières prestations. Et oui, parce que c'est bête de demander l'ACRE avant, et alors qu'on n'a pas encore de prestations, et donc ça ne va servir à rien. Et en fait, il faut demander l'ACRE dans les 45 jours qui suivent l'immatriculation, mais il faut faire l'immatriculation, c'était ça le départ de la question, qu'au moment où on est prêt à démarrer, parce que sinon, on va y perdre dans l'intérêt que présente l'ACRE. Que la personne donne mon mail à la personne qui a posé la question, et puis on échangera sur ce sujet, si tu veux. Dans tous les cas, voilà, je vous avais donné l'email effectivement également de la hotline de l'ADI. Sinon, vous pouvez me répondre par retour de mail, par l'email d'inscription que vous avez reçu pour cette webconférence. Beaucoup de personnes qui ont posé également la question de, voilà, j'ai des informations sur mon entreprise qui sont publiées par Infogreffe, mais si jamais justement j'ai pas envie que ça soit public, c'est à quel moment qu'on peut protéger ces données, c'est-à-dire dire ah non, alors attention, moi j'immatricule mon entreprise, mais j'ai pas forcément envie que ces données soient publiques. Je crois pas que ce soit possible. Moi, j'ai déjà eu le cas d'entrepreneurs qui avaient protégé leurs données sur le site en fait, qui ne souhaitaient pas que leurs données soient visibles. Et du coup, c'est une demande spéciale à faire au niveau en tout cas de la chambre où la personne s'était immatriculée. Après, voilà, je voudrais pas dire de bêtises, mais peut-être que c'était le cas plutôt de sociétés plutôt que d'entreprises individuelles. Donc, des personnes qui ne voulaient pas que la société, toutes les informations concernant la société soient visibles. Donc, je pense que pour ces questions un peu de visibilité sur les données de votre entreprise, il faut voir cela avec la chambre à partir de laquelle vous vous immatriculez. Donc, vous dépendez. Je vais regarder aussi, mais tous ces points-là, là, je note aussi, puis en fait, ce qu'on va faire, je t'enverrai à toi, Pauline, mon avis, puis tu en feras ce que tu veux. Oui, ça serait une sorte de liste rouge ou de liste orange des entreprises sur le registre des commerces. Ça me paraît très étonnant, mais parce que l'objet du registre du commerce, c'est bien évidemment que c'est... Oui, c'est d'avoir toutes les données, oui. Et oui, parce qu'il y a une certaine notoriété pour les... Mais, ah oui, écoute, je vais regarder si je trouve un truc.
Voilà, donc là, j'essaye de parcourir. Je vois que les messages défilent et l'heure tourne puisqu'il nous reste que 4 minutes. Donc, je pense pas qu'on va pouvoir tout couvrir malheureusement. Après, comme je le disais au début, on va bien vous envoyer donc le support qu'a fait Alain, où tous les liens en fait vont pouvoir être cliquables, donc plus pratique pour vous. Et bien évidemment, on va vous envoyer le replay de cette webconférence. Et voilà, cet échange ne s'arrête pas là. Si vous avez des questions par la suite, on se charge avec Alain voilà, de pouvoir vous apporter une réponse. Après, c'est vrai que j'ai vu des questions très spécifiques, donc c'est vrai que là, ça va être difficile comme ça d'y répondre, puisque je vois qu'il y a beaucoup de questions aussi qui sortent un peu du cadre de cette webconférence, donc ça fait très plaisir en tout cas de voir que vous êtes à fond sur votre projet de création d'entreprise. Mais voilà, j'essaie de me concentrer en priorité sur les questions sur lesquelles qui ont bien un lien avec le sujet. Je vois une question là, préciser qui peut bénéficier de l'ACRE. Oui, c'est une bonne question, comme on dit. Jusqu'à l'année dernière, c'était tout le monde. Maintenant, c'est de nouveau les demandeurs d'emploi inscrits, en gros. En fait, il faut se renseigner parce que, par exemple, pendant qu'une personne posait la question pour une SASU, moi j'ai vu que c'était possible par exemple, pour demander pour une SASU. Alors, sûrement quand la personne est demandeur d'emploi, mais voilà, il faut toujours vérifier. Parfois, là, on peut demander l'ACRE sur certaines conditions. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est quand vous êtes demandeur d'emploi, vous êtes bien éligible à cette aide de l'ACRE. Après, je vois qu'il y a des questions un peu, effectivement, revenir. On n'est pas rentré dans ce détail-là, mais quand on parle de SIRET et de sirène, quelles sont quelle est la différence et qu'est-ce qu'il faut retenir pour l'immatriculation Donc, j'ai été bêtement, j'ai introduit de la confusion tout à l'heure. Le sirène, il y a 9 chiffres, c'est le numéro de l'entreprise. Le SIRET, il y a 14 chiffres, parce qu'en plus des 9 de numéros d'entreprise, il y en a 5 pour le numéro de l'établissement, pour les sociétés qui ont plusieurs établissements. Donc pour vous, ça sera un sirène. Mais dans le langage usuel, tout le monde appelle ça un SIRET, mais c'est un sirène à 9 chiffres. Une question aussi intéressante de Véronique sur quand on parlait des formalités un peu, notamment l'immatriculation, quand on doit bien informer la CAF pour une personne qui a jamais eu, on est d'accord que pour les personnes qui n'ont jamais eu de déclaration ou de lien spécifique avec la CAF, il faut dans tous les cas envoyer la demande à la CAF. C'est bien ça, Alain? Oh, ben, si vous n'avez aucune prestation familiale ni dans une activité, ouais. Non, pas besoin. Parce que vous avez déjà des rapports avec la CAF. Sinon, la CAF ne va rien faire. Si vous n'avez pas un compte à la CAF ne va rien faire de votre déclaration de chiffre d'affaires. Non. C'est si vous avez des allocations familiales ou d'autres, enfin des allocations sous conditions de ressources, notamment la prime d'activité. Donc, si vous êtes déjà à un moment donné inscrit à la CAF, ça vaut le coup de les prévenir. Sinon, oui, ça c'est bien obligatoire. Oui, bien sûr. Mais sinon, non. Bon, c'est pas grave de déclarer pour rien, mais c'est pas nécessaire. Si vous n'avez pas de prestation de la CAF actuellement, c'est pas nécessaire. Alors, il y a eu des questions, semble-t-il, pas mal sur les statuts juridiques, mais là, il y a de très bonnes webconférences sur les statuts juridiques, il y a de très bonnes fiches sur le site ADI sur les statuts juridiques. Mais là, ça sera l'objet d'une autre après-midi. C'est ça, c'est vraiment un sujet très vaste, très compliqué à aborder, hein, parce qu'il y a chaque statut a vraiment ses spécificités. Mais non, c'est pas compliqué. J'écris juste mon adresse. Donc pour Léo, et voilà, je pense qu'on a le temps. Allez Alain pour une dernière question, puisque moi je vais être délogée, je pense, de ma salle bientôt. Et des questions, et ça c'est vrai qui avait été posé au début, c'était l'exonération de la contribution foncière des entreprises, Alain. Comment, à partir de quel moment on demande cette exonération et pour qui, à qui elle s'adresse cette exonération? Alors attends, on est automatiquement exonéré la première année. Bon. Voilà, donc ça. Oui, ça c'est pour tout le monde.
Alors, on doit la payer la deuxième année. Est-ce qu'on peut être exonéré à partir de la deuxième année? Je ne sais pas. Je vais te dire. Je te dirai. Pour moi, c'est la CFE, en tout cas, c'est vraiment, effectivement, on se dit la première année, bon, bah, très bien, on n'a rien à payer. Et c'est vrai que la deuxième année, voilà, la CFE tombe et on doit, ça fait partie un peu des dépenses qu'on n'a pas prévues. Moi, j'ai pas comme ça de connaissance d'exonération pour la deuxième année, mais seulement, effectivement, comme tu disais, Alain, cette exonération pour la première année, qui, du coup, Alain, elle se fait automatiquement ou faut la demander? Pour la première année? Ah non, non, c'est automatique. Voilà, c'est automatique. Voilà, c'était un peu Automatique. la réponse que je. Non, 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 c'est automatique. Pour la deuxième année, j'ai pas connaissance non plus, mais je vais regarder. Je l'ai dit, c'est pas des grosses sommes. Enfin, c'est pas des grosses sommes. Bon, c'est peut-être quand même 200 300 euros. Donc, D'accord, super. c'est pas rien, mais c'est pas. Mais je vais regarder si c'est possible d'être exonéré. Peut-être. J'ai pas entendu dire, mais je vais regarder. En tout cas, merci beaucoup Alain pour avoir joué le jeu et essayer de répondre à toutes les questions. Voilà, on sait que c'était un peu court pour aborder un sujet aussi dense et j'ai vu que vous avez plein de questions particulières. Donc comme je disais, on va vous envoyer le support et la vidéo et l'échange ne s'arrête pas là. Je vois que les messages continuent, ça fait super plaisir, mais c'est vrai que donc là à plus de 200, c'est toujours un peu compliqué de répondre aux questions de chacun. Mais voilà, n'hésitez pas à nous recontacter. Je vous ai mis du coup l'email dans le chat et sinon vous répondez à l'email de confirmation que vous avez dû recevoir pour vous connecter aujourd'hui. Donc encore à nouveau merci à tous, merci Alain et puis à très bientôt pour comme disait Alain des nouvelles conférences probablement sur les statuts juridiques prochainement, toujours les mardis après-midi 14h30. Voilà, à très bientôt tout le monde. You're welcome. Au revoir Alain, merci beaucoup. À bientôt.